Coucou, on se retrouve pour le vlog numéro 115 il me semble, donc c'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette semaine a été bonne pour vous, j'espère que vous avez du soleil, que vous en profitez. Ici, il fait plutôt beau mais froid, mais ça me dérange pas. Moi, tant qu'il fait beau, tant qu'il y a du soleil, il peut faire froid, il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est très très bien comme ça. On se retrouve, nous sommes donc lundi 17 mars. Aujourd'hui commence la lecture commune de Sunbringer de La Serre du bout du monde. Bref, je vous prends assez rapidement pour vous dire un peu ce qui s'est passé ce week-end. Je voulais vous clôturer la lecture de Passer sans silence. J'ai fait une vidéo dédiée qui sera sortie normalement, donc je ne vais pas vous en reparler en détail. Sachez juste que c'est une lecture que j'ai absolument adorée. J'ai trouvé ça extrêmement bien écrit, que j'ai trouvé ça intelligent, j'ai trouvé ça prenant. C'est ce genre de lecture un peu perché où il faut accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout saisir et que les indices petit à petit arrivent et que les choses se révèlent peu à peu. Ça ne fonctionnera peut-être pas avec tout le monde, je sais pas. Je trouve quand même que c'est très bien fait. Je trouve qu'on a suffisamment de réponses et la fin était vraiment géniale. Donc pour moi, c'était une très très bonne lecture. Ça, c'est sorti le 19 mars, donc ça sera sorti quand cette vidéo-ci sortira. C'était vraiment un très 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 bon texte. Sachez que en fait, à la fin de ce roman, il y a une petite nouvelle, alors qui est très courte, hein, ça fait une petite douzaine de pages, mais je vous le dis parce que moi je m'y attendais pas. Tout ce que je peux vous dire, en plus de ce que j'ai dit dans le vlog de la semaine dernière, plus le vlog dédié, c'est que si la fin du roman vous a plu en l'état, si vous avez adoré, peut-être attendez un peu avant de lire la nouvelle, parce que la nouvelle a tendance à réduire l'impact hyper puissant de la fin de ce roman qui, pour moi, était satisfaisant en soi. C'est un peu comme un épilogue, vous voyez, moi j'aime pas les épilogues, cette nouvelle-là avait un peu un goût d'épilogue, mais elle a été écrite avant. En tout cas, excellent ouvrage, j'ai adoré, il est très beau en plus. Très très cool. On va continuer sur les lectures que j'ai pu avancer. Donc je devais respecter le rythme de lecture d'Aurélie hier, mais avant de dormir, si je ne lis pas, si j'écoute pas un audio, je suis dans la capacité de m'endormir. Donc j'ai écouté un audio et j'ai écouté ceci en me disant qu'en plus c'était de l'anglais, donc ça m'aiderait peut-être à lâcher prise, et ça a fait le job, 2 chapitres et j'étais partie. Donc c'est Amajang Luck de Makana Yamamoto, qui est donc un ouvrage que j'ai reçu de la part d'Illumicrate. Makana Yamamoto est une autrice hawaïenne, si je ne dis pas de bêtises. On est dans un monde de science-fiction futuriste. Donc c'était un endroit qui était un carrefour où les vaisseaux s'arrêtaient pour aller faire d'autres planètes. Et petit à petit, c'est devenu une vraie station où les gens vivent. Et nous, on va suivre Eddie qui sort de prison. C'est-à-dire que le bouquin s'ouvre, il est en prison. Le gardien vient le voir et lui dit c'est bon, tu peux sortir. Il dit mais j'ai encore 6 mois à faire. Il dit non mais c'est bon, tu peux sortir. Et il est accueilli à l'extérieur par une femme qui s'appelle Angel. On sait qu'Eddie est en prison depuis 8 ans. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais on sait qu'en tout cas il a fait quelque chose qui était répréhensible, donc à voir. Et elle lui dit je me suis arrangée pour que tu sortes, mais par contre j'aimerais que tu travailles pour moi, j'ai besoin de toi. Et il lui dit en gros ouais mais t'es marrante, moi je viens de faire 8 ans de prison, est-ce que j'ai envie d'y retourner? Pas vraiment, voilà, j'ai envie de retrouver ma famille. Donc elle lui dit écoute, tu fais ce que tu veux, mais ça serait mieux pour toi que tu travailles pour moi. Donc Eddie rentre chez lui, retrouve sa sœur aînée ou sa petite sœur, je sais pas, mais en tout cas ils n'ont pas beaucoup d'écart, et les enfants de sa sœur, et il se retrouve à essayer de rentrer dans le rang et à trouver du travail, sauf qu'il est blacklisté de partout. C'est là où j'en suis, donc j'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu une petite 40aine de pages, j'ai lu 3 chapitres, voilà. Donc je ne sais pas exactement ce qu'est ce fameux travail, je sais que ça a un rapport avec le gros entrepreneur de cette station qui gagne beaucoup d'argent sur le dos des gens. Je pense qu'on va être sur une espèce de casse avec une bande de plusieurs personnes, va sûrement vouloir lui piquer de l'argent, lui voler de l'argent. Et donc voilà, on va avoir différents personnages, je les ai pas tous rencontrés. Pour le moment, je peux vous montrer parce que dans la couverture, on a les personnages. Donc Angèle, c'est la blonde, à côté c'est Eddie, Sai, on l'a rencontré, c'est le meilleur ami d'Eddie. Au milieu, je ne sais pas qui c'est, de Obake, je connais pas encore, je l'ai pas rencontré, mais j'imagine qu'elle va faire partie du truc. Et à la fin, on a d'autres personnages que je n'ai pas non plus rencontrés. Voilà. C'est un début qui est très prometteur. C'est pas facile. Oui, j'ai enlevé la jaquette qui est très belle, mais elle me gêne. Honnêtement, c'est pas facile parce que la science-fiction, c'est des mots de vocabulaire assez précis et j'ai eu un peu de mal et ça faisait longtemps, un bon mois que j'avais pas lu en anglais. Donc, il m'a fallu un temps de réadaptation. J'avais lu déjà un chapitre le week-end dernier. C'était pas une bonne idée de faire une pause d'1 semaine entre les deux, donc je vais essayer d'être un petit peu plus régulière. Mais j'ai Sunbringer aussi à lire.
Bref, toujours est-il que c'est pas forcément évident de rentrer dedans, en tout cas en anglais. Je pense qu'en français, ça sera très très clair et je pense que c'est pas si compliqué que ça. Mais j'ai beaucoup aimé déjà énormément de points. On a 2 personnages qui sont des hommes trans. Si j'ai bien compris, hein, encore une fois, je lis en anglais, des fois c'est pas toujours évident, mais on parle, en tout cas ça c'est sûr, il a fait une transition, on en a parlé. Je crois qu'Eddie aussi, on est dans un livre qui est clairement queer friendly et j'adore ça. Autre point que j'adore, les personnages que j'ai rencontrés, donc Eddie, sa sœur et Sai sont d'origine hawaïenne ou équivalent, une petite île peut-être voilà autour, parce qu'ils ont, en tout cas Sai et Eddie, ont un espèce de vocabulaire, alors qui rend pas la lecture beaucoup plus facile, parce que c'est un peu une sorte de patois entre de l'anglais et de l'hawaïen, mais c'est très chouette, parce que ça permet de parler aussi d'une autre culture. À un moment on parle d'une certaine coiffure qu'a la sœur d'Eddie, donc Andy, qui est typique, voilà, très très chouette. Moi j'aime beaucoup tous ces éléments culturels dont on n'entend pas assez parler, je trouve, surtout dans un univers de fiction, c'est très très cool, et l'histoire pour le moment est plutôt assez prenante en fait. Il fallait que je me remette dans l'anglais, mais j'aime ce début, je suis assez embarquée, j'ai envie de savoir comment ça va se passer pour Eddie, qui est un personnage qui est vraiment assez attachant. Donc au moment où il sort de prison, il a 29 ans, il a passé quand même 8 ans en prison, c'est pas, voilà, c'est un contexte qui est pas évident. Sa sœur, elle est toute seule parce que leur maman est décédée, donc ils vivaient avec leurs parents, mais les parents sont décédés, la maman est décédée 2 ans auparavant, et elle est toute seule avec ses 3 enfants, dont la première qui a un cancer, je crois, et qui en a attendu une greffe. Je suis pas sûre d'avoir tout saisi parce que c'est pas forcément hyper explicité, mais on sait qu'elle prend des médicaments qui coûtent très cher et que la sœur, elle est vraiment très fatiguée. Elle doit s'occuper de ses 3 enfants. Elle travaille énormément pour nourrir ses enfants, payer son loyer, mais aussi payer les médicaments de sa fille, et que c'est de moins en moins évident parce que plus cette station devient habiter, plus ça coûte cher et plus c'est difficile pour elle. Donc on est vraiment dans un contexte que je trouve très intéressant, autant d'un point de vue sociologique, donc vraiment dans des quartiers plutôt pauvres avec des personnages qui sont pas aisés. Alors c'est pas les plus malheureux du monde, ils sont pas à la rue, ce que vous voulez, mais c'est vraiment pas facile quand même, avec en plus des personnages qui ont une culture autre que la culture occidentale. Donc bref, je vais continuer ça, j'ai aimé ce début, je suis très curieuse d'enchaîner. Je trouve que finalement, une fois qu'on se met dedans, ça va. Donc je vais essayer de pas perdre trop le rythme et d'écouter un chapitre par jour, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous en reparlerai au fur et à mesure, en sachant, je vous le disais, que je dois aussi attaquer en anglais Sunbringer. Donc ça fait 2 lectures VO, c'est beaucoup. Je sais pas si je vais respecter exactement le découpage honnêtement, parce que j'ai aussi La Serre du bout du monde à attaquer et que je ne peux pas être sur tous les fronts, mais on va voir ce qu'on arrive à faire ou pas. On verra, je vais faire au mieux. Du coup, programme pour cette journée/semaine. Donc, avancer mon VO déjà tranquillement. J'ai toujours des lectures sur le feu. Je ne sais plus lesquelles parce que je ne les ai pas sous les yeux et qu'elles sont rangées quelque part. Il faut absolument que je termine La Cité de Jade pour terminer le vlog Ko-fi que je dois sortir le 21 mars sur Ko-fi. Donc ça, c'est ma priorité numéro 1, c'est La Cité de Jade et La Serre du bout du monde, et après voilà, reprendre Zephyr Alabama, avancer mon VO, et j'aimerais bien essayer de terminer vraiment des trucs cette semaine pour pouvoir la semaine prochaine, durant la semaine à 1000, sortir des petites lectures. On va voir ce que j'arrive à faire. Je garantis rien, on sait jamais, hein. Parfois tout va bien et tout se passe bien et puis d'un coup on a un coup de fatigue, on tombe malade et on n'arrive plus à lire. Mais je vais essayer de faire ça au mieux. Voilà, donc c'est une introduction déjà bien assez longue, je vais vous laisser et je vous reprends, je pense, demain. Du coup, on se retrouve, nous sommes mardi 18 mars, je crois. Oui, c'est ça. Je reviens faire un petit point lecture, mais je n'ai pas beaucoup lu aujourd'hui, donc ça va être somme toute très très rapide. C'est juste pour dire que je ne vous oublie pas. J'ai hier principalement lu La Cité de Jade, que j'ai très bien avancé. Comme je vous l'ai dit, ça fait l'objet d'une vidéo dédiée sur Ko-fi, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, etc. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à 2/3 de ma lecture, j'adore ce bouquin. J'ai passé la moitié et j'ai passé l'élément qui retourne le cerveau de la moitié et je ne pouvais pas m'arrêter. Voilà, je ne pouvais pas m'arrêter, je n'avais qu'une envie, c'est de continuer et c'est ce que j'ai fait, sauf qu'après il fallait dormir mais que j'avais pas envie, mais je me suis obligée à le stopper parce que sinon je pense que je l'aurais terminé dans la nuit, ce qui aurait été, ma foi, fort peu judicieux. Donc je vais essayer de le finir aujourd'hui et j'en reparlerai brièvement. Si jamais vous voulez un avis extrêmement détaillé, vous pouvez nous rejoindre sur Ko-fi, sinon vous aurez juste la teneur de mon avis
voilà, vous saurez quand même ce que j'en ai pensé dans tous les cas, juste de manière peut-être un peu moins développée. Autre livre que j'ai commencé, et bien commencé puisque j'ai lu un tiers je pense à peu près hier, c'est le dernier ouvrage d'Oriane Velten, C'est comme ça, publié chez Nemos, qui vient tout juste de sortir si je ne dis pas de bêtises, ou qui va sortir, je ne sais plus. Bon bref, en tout cas par là. Donc on est dans un livre un peu particulier, c'est plutôt de la fantaisie contrairement aux autres ouvrages d'Oriane Velten. En tout cas là où j'en suis, ça ressemble beaucoup plus à de la fantaisie, puisque l'on va suivre les croyances. Oui, dit comme ça c'est bizarre, mais on suit les croyances. Ça veut dire que nous, par exemple, on va suivre le personnage de Cass, donc Cassandre, la fameuse Cassandre de la mythologie, qui va au tout début assister à l'enterrement de Robin. Oui, Robin des Bois. Donc on suit Cassandre qui est très inquiète et qui s'interroge parce que ce n'est pas normal que Robin des Bois soit mort. Normalement, quand une croyance meurt, c'est soit qu'elle a été assassinée par une autre croyance, soit qu'il n'y a plus personne pour croire en elle. Sauf que Robin des Bois, c'est un personnage très populaire, c'est un conte qu'on raconte encore beaucoup, et beaucoup d'associations et d'autres médias ont repris le pseudonyme de Robin des Bois, donc il n'aurait absolument pas dû mourir. Cassandre décide qu'il faut qu'elle comprenne pourquoi et qui leur veut du mal. Quelle croyance a tué Robin des Bois? Quelle croyance essaie peut-être de se débarrasser des autres? En parallèle de tout ça, on suit le fonctionnement de comment ces croyances sont vivantes, entre guillemets, bien qu'elles aient un corps matériel un peu particulier, mais comment ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment un des aspects dans ce bouquin que j'adore. Ça veut dire que les croyances existent à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose sur elle et eux. Donc voilà, par exemple Cassandre, depuis quelque temps, il y a une autrice allemande qui a écrit une trilogie sur elle, et c'est un peu l'un de ses points d'ancrage. Ça veut dire que c'est un endroit où la croyance est très très forte, donc chez cette autrice, et du coup elle peut y aller et avoir un corps matériel. Plus elle est près de ses points d'ancrage, plus elle peut avoir un corps matériel. On suit un petit peu ce fonctionnement des croyances, et évidemment certaines croyances ont beaucoup plus de gens qui croient en eux que d'autres. C'est le cas de Jèse, donc Jésus. C'est le cas, je sais pas moi, de Zeus par exemple. Enfin voilà, il y a des croyances qui nécessairement ont plus de croyants, ont plus de personnes qui écrivent et qui créent sur LE. Et j'adore cette idée, je trouve ça génial. J'adore aussi l'idée que les croyances peuvent évoluer. Et ce qui peut changer aussi, c'est qu'une croyance peut réussir à détourner la chose pour devenir une autre croyance. Il y a toute une réflexion sur comment faire perdurer les croyances, comment réussir à transformer les choses. Par exemple, à un moment, on évoque le fait que Cassandre ait envisagé l'éventualité de s'insérer dans les croyances catholiques, d'essayer de prendre figure dans une croyance, dans des personnages de la religion catholique pour continuer à vivre et à perdurer. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. Moi, vraiment, depuis très très longtemps, je trouve ça génial de se dire que les dieux, les déesses et de manière générale ici, toutes les croyances n'existent et n'ont du pouvoir que s'il y a des gens pour croire en eux. À partir du moment où il n'y a plus de croyants, il n'y a plus d'existence de ces dieux et déesses. C'est quelque chose qui est très récurrent dans la mythologie grecque et qui me fascine, et je trouve qu'Oriane Velten le fait très très bien ici. Pour le moment, à 30%, c'est un peu long à se lancer. On est sur un personnage de Cassandre qui est très intéressant parce que déjà ça fait plus de 2000 ans, 3000 ans je crois qu'elle existe, et elle a vécu plein de phases dans sa vie. Ça veut dire que quand elle a été écrite la première fois, elle était un personnage secondaire qui n'avait qu'assez peu de consistance. Plus tard, donc peut-être sous l'Antiquité, on a commencé à plus écrire sur elle, et donc ça lui a fait prendre plus de consistance, mais ça a aussi fait évoluer sa personnalité, puisqu'à chaque fois qu'on crée sur elle ou sur n'importe quelle croyance, la personnalité de la croyance évolue. Donc c'est le cas de Cassandre, qui est un personnage qui est extrêmement traumatisé par ce qu'elle a subi de la part d'Apollon. Donc on parle de relation d'emprise, on parle de sortir d'une relation d'emprise, on parle de personnalité toxique, on parle de syndrome post-traumatique, on parle de crise d'anxiété. Il y a quelque chose de très très moderne aussi qui est insufflé à cet ouvrage, que j'aime beaucoup. Je trouve ça très intéressant de prendre l'époque moderne comme époque du récit, d'insérer des choses du passé, donc les différentes étapes de Cassandre par exemple, ou de Clytemnestre avec qui elle est très très proche, et j'aime beaucoup ça, je trouve ça hyper intéressant, déjà d'une parce que ça montre comment les sociétés évoluent, c'est-à-dire que le personnage de Cassandre a beaucoup évolué entre ses premières mentions, les premières fois où elle a été mentionnée, et maintenant elle est un personnage par exemple à part entière d'une trilogie, et c'est totalement ce qu'on peut retrouver quand on voit des réécritures de mythologie grecque ou d'autres mythologies. Donc c'est un personnage à part entière, elle a changé physiquement, elle a changé de caractère, elle s'est libérée de certaines relations via l'évolution de la société, donc via l'évolution des écrits, puisque là elle s'est libérée d'Apollon et de son emprise sur elle. C'est
quelque chose que j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve que c'est très très chouette, c'est très intéressant. Après, j'attends que le récit décolle un peu parce que pour le moment, et comme le faisait remarquer Benjamin, c'est vrai que c'est assez lent. Donc je vais continuer ça, je vous en reparlerai. En tout cas, ça se lit vraiment très très bien puisque en très peu de temps, j'ai lu un tiers du livre. Sur ce, je vous laisse pour ce point lecture plus long que ce que j'aurais cru d'ailleurs. Et on se dit très sûrement à demain avec, je l'espère, des avancées livresques, notamment La Cité de Jade finie et Zéphyr Alabama bien avancé. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes jeudi 20, je vous reprends. Je vais poser ça parce que je viens de tourner la conclusion de la vidéo Ko-fi. Je vous reprends pour vous parler de mes lectures. J'ai avancé, c'est comme ça d'Oriane Velten. Je suis quasiment à 70%. Il me reste pas grand chose, ça se lit très bien. Je sais plus ce que je vous ai dit évidemment sur ce bouquin, mis à part que c'était assez engagé, qu'il y avait beaucoup de sous-texte. Là, à partir de 50%, ça a commencé à beaucoup bouger. Et c'est pas déplaisant parce que c'était un peu longué. Il y a eu un petit moment avant les 50% qui commençait à être un petit peu longué. En fait, le personnage de Cassandre, c'est un personnage qui a beaucoup souffert, qui a quand même vécu des choses pas faciles dans sa vie de manière générale. Donc c'est un personnage qui est très méfiant, qui est très solitaire. Elle a quelques amis, mais vraiment on peut les compter sur les doigts d'une main. Quelques personnes en qui elle a confiance, mais très très peu. Et du coup, ça fait, et c'est hyper intéressant en soi, hein, je dis pas le contraire. J'aime beaucoup ça parce que ça pose des questions sur plein de sujets hyper importants, mais ça fait qu'à un moment donné, il y a eu un peu un creux où elle était toute seule dans sa recherche de vérité et c'était assez répétitif sur le schéma de ce qu'elle faisait. En même temps, je comprends pourquoi l'autrice a fait ça et je comprends ce qu'elle veut faire passer, mais je tiens quand même à le noter. Il y a eu un petit passage, c'était pas très très long hein, parce que assez rapidement il s'est passé quelque chose qui a relancé le récit où ça a commencé un petit peu à traîner la patte. Ceci étant dit, à partir de la moitié, beaucoup de choses se mettent en place, ça bouge vraiment pas mal. Déjà, on a de nouveaux personnages qui arrivent qu'on a soit aperçu très rapidement, soit pas encore vu, donc ça apporte un certain renouveau. C'est intéressant, ça bouge un peu. J'aime beaucoup les personnages, j'aime vraiment beaucoup les personnages. On a suivi jusqu'à présent principalement 4 personnages, il y en a 4 qui ont été un peu plus développés que les autres. C'est donc Cassandre, notre personnage principal. Il y a Gèse qui est donc Jésus, le presque Messie. On a vu pas mal aussi Clytemnestre qui s'appelle ici Lyté et Brigitte qui est donc une croyance vaudou ou une reine, mais en fait je crois qu'elle a plusieurs origines puisqu'à un moment on parle du fait qu'elle existe aussi chez les catholiques. Donc bref, je connais pas trop, mais je pense que je me renseignerai parce que ça m'intéresse pas mal et c'est des personnages que j'aime beaucoup, que je trouve qui fonctionnent bien ensemble, qui sont intéressants. Je peux pas vous en dire trop parce que ça vous spoilerait, mais le titre prend tout son sens et je trouve ça vraiment génial. Voilà, donc c'est plutôt cool, honnêtement c'est une bonne lecture et j'ai hâte de continuer. Je crois que je parle beaucoup trop, je sais pas très bien où je vais. Je vous dis aujourd'hui, hier j'ai fait des travaux manuels très physiques et je suis toute cassée. J'ai l'impression d'avoir 90 ans, donc mon cerveau fonctionne un peu bizarrement. J'ai avancé aussi hier Zéphyr Alabama, il y a eu un accident avec mon livre, un accident entre mon livre, une tasse de café et une Crocs lancé par un enfant imprudent. Revenons à nos moutons. Je ne sais plus où j'en étais. Je pense que la dernière fois que je vous ai pris, je devais être encore dans la partie 1 et genre chapitre 4. Je dois être à 80 pages. Là, je suis à 240 pages. J'ai quand même pas trop mal lu. Voilà, je suis pas très loin de la moitié, dans une 60aine de pages à peu près. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui ou demain, on va voir ce que j'arrive à faire, mais j'aime beaucoup. On a différentes parties, je sais pas si je saisis très bien l'intérêt des parties, parce que j'ai pas l'impression que ça bouleverse quelque chose ou qu'on saute du temps. On est toujours sur à peu près une ligne de temporalité quand même assez proche, il n'y a pas d'année sautée quoi. On est sur cette fameuse année où il y a l'accident au tout début, avec cette voiture qui plonge dans le lac, son père qui veut aller sauver la personne qui est au volant et qui réalise que cette personne a été étranglée et toute nue et menottée au volant, donc que c'est un meurtre très clairement. Et en fait on est toujours dans les semaines et mois qui suivent. Là par exemple on est en été, c'est les vacances, Cory est en vacances, donc bon, je sais pas pourquoi il y a des parties, il y a peut-être une logique que j'ai pas saisie, mais peu importe, j'ai envie de vous dire, au moins ça découpe le texte et ça me permet de me repérer. Déjà cet avantage-là. J'aime vraiment beaucoup cette lecture. Je sais que sur le Discord, sur la lecture commune, il y avait quelques personnes qui étaient un peu déstabilisées parce que chaque chapitre donne presque l'impression d'une espèce de petite nouvelle. Ça veut dire qu'à chaque chapitre, on est sur un propos précis, on parle d'un événement précis ou de quelque chose d'assez précis, et même si tout s'enchaîne parce que tout est dans une temporalité assez linéaire,
C'est vrai que chaque chapitre a sa petite cohérence interne, donc je sais que ça a déstabilisé un petit peu quelques personnes sur le Discord. Moi j'avoue qu'avant qu'on le relève, j'avais même pas capté, honnêtement ça m'a pas du tout dérangé, j'avais pas réalisé que ça fonctionnait comme ça. On suit Cory, il a 12 ans je crois, quelque chose comme ça, dans sa vie de tous les jours, sa vie d'écolier, sa vie au sein de cette petite ville des États-Unis dans l'Alabama, il me semble. Et donc, vraiment, ça me fait penser à l'été où tout a fondu par certains aspects. Déjà, par l'écriture. Il y a quelque chose d'absolument très, très réussi. Ici aussi, comme dans l'été où tout a fondu, dans le fait que le narrateur soit l'auteur-narrateur, en fait, c'est Cory adulte. Donc, il y a ce côté regard sur le passé qui apporte quelque chose. Parfois, il y a des petites analyses qui sont glissées sur ce qui a pu se passer, etc. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on a le regard du Cory enfant sur ce qui se passe en temps réel. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tout comme dans l'été où tout a fondu, je pense que les personnages ont à peu près le même âge. On est sur des personnages qui sont à 12 ans, préadolescents quoi, et qui commencent à être entre l'enfance et l'adolescence. Ça veut dire à cet âge où c'est un peu la honte de faire certains trucs parce que c'est trop des trucs de gamins. Mais en même temps, on est encore des enfants et on joue et voilà, on invente des jeux, on a une imagination débordante et je trouve que c'est super bien rendu. Il y a des chapitres où il est en mode, où on va retrouver Cory en mode je suis un préado, je ne suis plus un enfant, et le chapitre d'après, il va courir avec ses copains dans la forêt, il va s'imaginer des trucs incroyables et c'est génial. Je trouve que c'est super bien retranscrit. C'est aussi très intéressant d'avoir le regard d'un enfant sur ce qui se passe autour de lui par rapport aux adultes en fait. Ça veut dire que, par exemple, à un moment, il y a un chapitre où il y a une très 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 grosse inondation, un peu à la Blackwater, et Cory sent que c'est dangereux, sent que ce qui se passe, c'est pas vraiment anodin, même si ça arrive de temps à autre, mais que ça met les gens en danger. Et en même temps, il y a ce regard hyper enfantin sur ce qui l'entoure et des peurs hyper enfantines. Ça veut dire que lui, il va être dans... il a vu quelqu'un un peu bizarre passer, il va s'imaginer que c'est un tueur qui revient pour éliminer son père parce qu'il aurait assisté à la mort de cet homme au début. Et que, vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, il y a vraiment cette espèce de double lecture un peu, regard adulte, regard enfant, que j'adore. C'est vraiment parfois très dur, très triste, parfois révoltant parce qu'il se passe des choses révoltantes, notamment avec deux gamins de cette ville, enfin deux ados de cette ville qui sont des terreurs et qui sont racistes et qui sont insupportables. En même temps, il y a des passages qui sont très beaux, très doux, de très très beaux échanges entre Cory et son institutrice à un moment. Enfin, voilà. Et en même temps, il y a de l'humour. En même temps, parfois, c'est drôle. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment un livre qui est hyper particulier. C'est peut-être moins construit autour d'une vraie intrigue que l'été où tout a fondu, parce que ça a ce côté très chapitre anecdotique de la vie de Cory. Mais je pense quand même qu'il y a un vrai sous-texte assez engagé parce que Cory, il entend les adultes qui parlent de politique, il s'imprègne de tout ça et c'est ce qui va faire la personne qu'il va être adulte comme nous tous et toutes. Il y a forcément un peu un sous-texte politique et engagé, mais en même temps ça a ce côté vraiment très enfantin, très léger. J'ai bien peur, parce que là j'en suis même pas à la moitié, que ça change, que ça évolue et que ça le soit de moins en moins, mais nous verrons bien. Toujours est-il que pour le moment j'adore cette lecture, je trouve ça extrêmement réconfortant quelque part parce que ça vous replonge un peu, je trouve, parce que c'est bien fait dans votre enfance quelque part, dans cette espèce d'innocence et d'inconscience du reste du monde. D'ailleurs, il y a un passage très touchant où Cory va être confronté à des nouvelles dans le journal, et il va lire les nouvelles et il va réaliser toute la violence du monde, des humains et des adultes. Bref, en tout cas, c'est vraiment très chouette, j'aime beaucoup, j'espère le terminer vraiment très rapidement, d'autant que j'ai plein de lectures à faire, hein, comme toujours, je suis sur 20 000 trucs, mais surtout, j'aimerais bien le terminer parce que j'aimerais bien terminer, en fait, j'aimerais bien terminer ça et d'autres choses cette semaine, parce que la semaine prochaine, je dois attaquer ma lecture pour la vidéo exclusive de Ko-fi. Je dois attaquer une lecture commune avec The Riddler, donc le livre qui refusait de brûler, qui n'est pas tout petit et qui apparemment demande une certaine concentration. Et j'aimerais bien sortir des petits livres de manière à faire baisser ma palle. Voilà, c'est un peu l'idée. Bref, je pense que je vous ai bien assez gardé pour aujourd'hui. Je sais pas trop ce que ça donne. J'ai l'impression d'être un peu confuse. Je vous avoue que, encore une fois, j'ai le cerveau qui est pas en phase parce que je suis fatiguée. Mais je pense que vous aurez compris un peu la teneur du propos. Et on se retrouve dans tous les cas demain pour voir si j'ai réussi à terminer ça ou au moins bien l'avancer. J'aurais sûrement terminé le Orienvelten et peut-être que j'aurais pu avancer autre chose aussi, même si là, ça me paraît un peu ambitieux, honnêtement. Je vous laisse et on se dit à demain.
Coucou, nous sommes donc vendredi 21 mars, je reviens pour un point lecture. J'ai terminé un livre, j'ai presque terminé un autre, mais il faut que je fasse le point lecture maintenant parce qu'après je n'aurai pas le temps. Donc on va d'abord parler du livre que j'ai presque terminé et après on parle de l'autre. Il me reste 50 pages, voilà, 50 pages à peu près, à Zephyr Alabama que j'ai presque fini. Et qui est vraiment toujours très cool, j'aime beaucoup. Je vous en ai longuement parlé, j'ai pas forcément énormément de choses à ajouter dans la mesure où on est vraiment sur un récit assez tranche de vie. Je savais pas trop à quoi m'attendre de ce côté-là et c'est vraiment ça. En fait, c'est Cory qui raconte l'année de ses 12-13 ans, plus ou moins, je pense, c'est sur un an, quelque chose comme ça. Et c'est assez génial, c'est la vie. Donc c'est joyeux, c'est triste, c'est plein de trucs. Parfois très triste, mais c'est assez passionnant. Ça parle aussi de sujets plus engagés, plus importants, comme le racisme avec le Ku Klux Klan, comme des attentats contre des églises baptistes fréquentées par les Noirs, ou voilà, bref, ça parle de trucs un peu plus engagés aussi, mais ça parle de plein de choses en fait qui entourent la vie d'un enfant avec les petites histoires du quotidien à l'école, avec les garçons pas sympas de l'école, comme des choses plus graves que Cory en fait voit et expérimente. Il le voit aussi avec un de ses meilleurs amis, Johnny, qui est, je l'avais dit je crois, à moitié d'origine autochtone d'Amérique du Nord. Donc par contre je sais plus de quel peuple. Je sais plus si c'est Creek ou Cherokee. On voit le monde de son regard à lui, avec parfois beaucoup d'innocence et il comprend pas trop, ou il est un peu long à comprendre, même si, je le pose, il est lourd. Même si vous, en tant qu'adulte, vous avez compris, lui ne comprend pas trop et parfois on le voit grandir et réaliser des choses qui le dépassent et qu'il ne comprend pas. Bref, c'est vraiment un très bon bouquin, vraiment. C'est très touchant, c'est très humain, c'est à la fois très naïf et en même temps très pointu sur certaines analyses. Il y a un côté avec beaucoup d'analyses du point de vue d'un enfant qui a beaucoup d'imagination, mais aussi parfois le regard de l'adulte à travers le regard de l'enfant. Enfin, c'est vraiment un superbe livre, et bien qu'il soit assez gros, en fait, vraiment, il se lit super bien. Donc, n'hésitez pas, si ça se lit tout seul. Franchement, ça se lit tout seul. Je l'ai traîné parce que j'avais plein de lectures en cours et tout, mais là que je me suis mis dedans à fond, je pense qu'en l'espace de 2 jours, j'ai lu quasiment 500 pages. Je sais que je lis vite et tout, mais quand même, ça se lit vraiment quand même très bien. Donc je sais pas si j'ai envie de quitter Zephyr Alabama. Je sais pas si Hier, j'hésitais sur où c'était. C'est en Alabama, Zephyr Alabama. Oui, bon écoutez, faut pas trop m'en demander. Bref, je sais pas si j'ai envie de les quitter, honnêtement. Je pense que ça me rend un peu triste parce que Cory est un personnage hyper attachant. C'est moins dramatique que L'été où tout a fondu, parce que L'été où tout a fondu, il y a vraiment une visée de dénonciation très précise, ce qui est peut-être moins le cas ici. C'est plus random life, voilà. Même si ça parle de trucs hyper intéressants. Là, par exemple, on parle de l'arrivée d'un supermarché dans la ville de Zephyr et tout ce que ça peut impliquer pour les petits commerces, pour voilà, et aussi en termes d'aliénation. C'est quand même engagé, mais pas comme L'été où tout a fondu. Et même s'il y a des vibes, en fait, ça, Zephyr Alabama, c'est un peu entre L'été où tout a fondu sur l'écriture, la narration, le côté enfant qui regarde le monde et la naïveté qui parfois est présente et parfois s'envole un peu, le fait de réaliser que le monde est violent et que voilà. Bref, je pense que les personnages ont le même âge d'ailleurs. Et ça a un côté Blackwater de l'autre côté pour l'aspect États-Unis un peu profond, petit village avec des gens un peu à la tête de ces petites villes qui sont considérés comme des notables à l'échelle locale, et pour le côté aussi un peu fantastique. Enfin, c'est du très bon fantastique en fait. C'est ce genre de fantastique, enfin pour moi, selon mes goûts à moi, attention, c'est ce genre de fantastique où vous n'êtes pas certaine que c'est du fantastique. Est-ce que c'est du fantastique? Est-ce que c'est l'imagination de l'enfant qui interprète et qui en rajoute? Ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc vraiment, c'est entre L'été où tout a fondu et Blackwater. Je trouve que ça représente très bien les deux ambiances, les deux styles aussi. Sauf que dans Zephyr Alabama, il y a un petit peu plus d'humour que dans les deux autres. Il y a des passages vraiment très légers et très plaisants, donc bref, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, je n'ai pas noté toutes les thématiques qui étaient abordées parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a tout ce qu'implique la modernité avec la surconsommation, etc. C'est abordé un petit peu ici. Et peut-être aussi, je pense, tout l'aspect chômage et les petites villes des États-Unis qui vont commencer à se retrouver plein de gens qui n'ont plus de travail à cause de ça. Mais ça aborde aussi, par exemple, le harcèlement à l'école. Mais c'est pas très trigger, honnêtement, il n'y a pas de choses hyper trigger. Il y a quelques passages violents, mais c'est pas hyper descriptif, c'est pas
tellement trigger. C'est pas comme l'été où tout a fondu de ce point de vue-là. Et c'est vrai que je retrouve plein de points communs et j'aime beaucoup. Voilà. Donc bref, je m'étends. Je sais pas si c'est très clair. J'espère que oui. J'ai presque terminé ça. Et par contre, j'ai terminé C'est comme ça d'Oriane Velten, que j'ai terminé du coup hier soir. J'en ai un peu parlé avec Emeline parce que c'est un livre qui peut être sujet à interprétation, qui est assez, même je dirais, qui nécessite une certaine implication pour interpréter ce qui se dit dans ce livre. C'est un livre que j'ai trouvé très intéressant. Il y a certains passages que j'ai trouvé vraiment très bien écrits. Il y a certains moments qui pour moi avaient des fulgurances. C'est assez génial. J'ai trouvé que le parallèle entre les croyances et leur évolution, parce que finalement les croyances s'incarnent dans la manière dont les humains les pensent. Je trouvais ça assez génial, en fait, je trouvais ça assez intelligent. Il faudrait que je vous donne un exemple concret parce que c'est pas clair ce que je dis. En gros, Cassandre, à un moment, elle a besoin de trouver des ressources pour être plus forte et donc elle va se plonger dans tous les écrits, toutes les œuvres qui ont été créée autour de son personnage et elle va trouver plein de choses très différentes. Si elle va du côté des classiques, ça sera une espèce d'hystérique un peu folle, mais si elle va du côté des réécritures plus modernes ou des œuvres plus modernes, ça va être une guerrière badass, ça va être une stratège, ça va être... Enfin voilà. Et du coup, ça c'est quelque chose que j'aime. En fait, j'aime ce double message de dire que les croyances n'existent que parce que les hommes croient. Je trouve ça assez intelligent et je trouve que c'est quelque chose à ne pas oublier et à pas faire passer la croyance au-dessus de la personne qui veut y croire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un peu le problème parfois de la religion, soit. Autre message que je trouve très intéressant, c'est que c'est nous qui faisons évoluer ça. C'est nous qui faisons évoluer ces figures-là. C'est nous qui choisissons d'interpréter et d'en faire autre chose, d'en faire de meilleures choses et de réinterpréter ces choses. C'est valable pour... Alors les croyances ici, ça concerne pas que les dieux, ça concerne tous les personnages de fiction. Et je trouve ça intéressant, cette juste remise en place de la croyance qui n'existe que parce qu'il y a des humains pour y croire, vous voyez, et pour y croire ou pour réécrire ou pour en faire quelque chose d'autre. Donc je trouve ça assez intéressant de se dire que la manière dont nos auteuristes ou nos cinéastes ou nos scénaristes ou nos peintres choisissent de représenter différents personnages, eh bien ça apporte une pierre à l'édifice de tout ce que peut être une croyance et de toutes les interprétations possibles. C'était par exemple le cas dans Palace et c'est pour ça que j'ai adoré, parce que vraiment on a, ou même c'est le cas chez Flora Boukri, dans un autre style, c'est que selon le point de vue qu'on adopte, eh bien, on peut y voir totalement autre chose et donc c'est très lié évidemment au patriarcat, au capitalisme. Patriarcat parce que le patriarcat a choisi des angles de vue qui défavorisaient les femmes, qui mettaient en avant les hommes et leur violence, mais que si on se place d'un autre point de vue, eh bien, c'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a plein de choses dont je peux pas vous parler par rapport à ce livre et c'est parce que ça vous spoilerait et c'est vraiment dommage parce que c'est tout le cœur de l'interprétation qui pour moi est intéressante et c'est ce dont on discutait avec Emeline tout à l'heure. Il y a tout un pan de l'histoire dont je ne peux pas parler ici parce que je ne veux pas vous donner tout. Voilà, lisez-le et venez m'en parler en message privé si vous voulez. Ceci étant dit, eh bien que j'ai beaucoup aimé le personnage de Cassandre, j'ai beaucoup aimé les personnages de manière générale, j'ai trouvé qu'ils étaient très justes, très bien représentés, j'ai beaucoup aimé l'écriture et l'histoire en elle-même, j'ai trouvé qu'à certains moments, il y avait des petites longueurs et que c'était parfois un petit peu brouillon. Heureusement, le livre est assez court, donc moi je l'ai pas trop ressenti, mais ouais, il y avait des moments où c'était un peu long. Alors, c'est vraiment une question de point de vue parce que moi ce que j'ai trouvé long, Emeline a adoré et j'avais envie que ça avance un peu. Par contre on est toutes les deux assez d'accord pour dire que par moments c'est un peu brouillon, c'est pas toujours très clair. J'aimerais bien avoir d'autres retours. Il y a des moments où je savais plus très bien où j'étais, enfin il y a des moments où j'étais un peu paumée dans ce bouquin qui est très foisonnant en fait, à la fois d'idées, de personnages, de thématiques en sous-texte. Donc bref, en tout cas c'était une bonne lecture. J'ai apprécié ma lecture, j'ai trouvé ça intelligent, bien écrit, intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait plein de très bonnes choses dedans, mais c'est pas mon préféré de l'autrice. Je pense que j'ai préféré Simca. Je pense que Simca c'est mon préféré, mais ça reste un bon livre. Ça reste un livre engagé, ça reste un livre intelligent et un livre à découvrir. C'est pas très long, ça se lit vraiment assez bien. Même s'il y a beaucoup de personnages et tout, je trouve que comme c'est des grandes figures qu'on connaît, c'est pas trop... on n'est pas trop confus, on n'est pas trop perdu parce que vraiment, voilà, quand on vous parle de Cassandre, de Clytemnestre, de Zeus, d'Apollon ou de Jésus, de Zorro, on parle, enfin, c'est des figures que vous connaissez, ne serait-ce que de nom, donc vous vous y retrouvez quand même plutôt bien, vous avez quand même a priori en tête plus ou moins ce qu'elles représentent, quelles sont les valeurs que ces personnages-là véhiculent, etc. Donc du coup, c'est pas
on n'est pas trop perdu. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. J'espère que je ne suis pas trop longue à en parler. J'espère que j'aurai réussi à vous donner la teneur de mon avis. C'était un livre que je suis contente d'avoir lu. Voilà, je suis contente de l'avoir lu et je lirai avec beaucoup d'intérêt les prochaines publications d'Oriane Velten parce que je trouve qu'elle a un style qui est très particulier. Elle a vraiment une patte à elle et des messages à faire passer qui m'intéresse. Et je vous invite à le découvrir si ce que j'ai pu en dire vous donne envie, tout simplement. Je vais vous laisser parce que j'ai l'impression de pas être très claire. En ce moment, j'ai l'impression de... En fait, je pense que c'est parce que avant de filmer, je lis et j'ai du mal à me sortir de ma lecture et du coup à rassembler mes idées. Il faudrait que je fasse une pause entre... Bon, bref. Je pense que ça va, on n'est pas trop perdu non plus. Du coup, je vais terminer Zéphyr Alabama cette semaine pour sûr. Je dois attaquer ma lecture pour la vidéo imposée de ce mois de mars pour Ko-fi, en sachant qu'il me reste très peu de temps. Je dois monter la vidéo du mois dernier qui était très à la bourre. J'ai du boulot, hein, et puis j'ai plein de trucs à finir. Donc j'ai du boulot, je vais vous laisser. Je vous reprends demain ou dimanche pour clôturer. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. On se retrouve, nous sommes dimanche, je reviens pour clôturer avant de mettre cette vidéo en ligne. Je n'ai pas filmé hier comme très souvent le samedi. Je viens vous parler donc de Zéphyr Alabama que j'ai terminé et d'une lecture que j'ai abandonnée. Donc j'ai terminé Zéphyr Alabama et comme vous l'aurez vu, je pense sur la miniature, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. C'était... comment vous dire ? Cette fin était incroyable. C'était pas forcément triste en soi, mais en fait ce livre il est tellement plein d'émotions que la fin c'est un peu le cumul de tout ce que vous avez lu avant, plus la fin qui en elle-même est hyper émouvante et voilà, moi j'ai craqué, j'ai pleuré, j'arrivais pas à m'arrêter, à chaque fois que je m'arrêtais ça reprenait, parce que vraiment, mais quel bouquin hyper touchant, quel personnage hyper touchant, vraiment j'ai adoré. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers, je vous en ai beaucoup parlé, je vous ai beaucoup parlé des thématiques et tout ça, mais je pense que ce que je retiens de ce livre et ce qui fait que ça a aussi bien fonctionné, c'est que vraiment on est avec des personnages qui sont tellement attachants. Donc Cory, Devi, Ben et Johnny, c'est vraiment le groupe de potes le plus adorable du monde. Ils sont tellement mignons, ils sont tellement touchants, tellement dans le soutien. Cory, c'est vraiment un personnage qui est... c'est vraiment un bon gamin en fait, avec ses qualités et ses défauts, avec parfois aussi les bêtises qu'il peut faire, mais ça rend le truc hyper touchant et aussi dans ses relations avec les autres. Et en même temps, il y a tout un côté un peu enquête, un peu aventure qui existe, qui disparaît dans certains chapitres plus que d'autres. Il y a des chapitres qui vont vraiment être centrés sur une thématique hyper précise et qui vont développer ça. Et d'autres qui vont un peu faire avancer cette histoire du début de voiture qui tombe dans le lac, parce que c'est ça quand même le début de l'histoire. Le tout en faisant avancer à la fois la vie des personnages, à la fois les relations et en parlant de sujets hyper importants en fait de société quoi. Donc vraiment c'est un livre qui est hyper complet, qui est hyper bien écrit. Ça a été très très dur de les laisser en fait. Vraiment c'était dur de laisser Cory, c'était dur de laisser ça là, de s'arrêter et de dire au revoir aux personnages. J'avais pas envie et je pense que je le relirai parce que vraiment c'est un petit bonbon avec ce qu'il a de dur aussi hein, mais c'est un petit bonbon. C'est vraiment se replonger dans l'enfance mais du biais de l'adulte qu'on est et c'était incroyable. Donc vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes ont coulé avec ce livre et je ne peux que vous inviter à le découvrir parce que c'est très très bon en fait et je comprends pourquoi tout le monde m'a dit que c'était génial parce que c'est génial, voilà tout simplement. Donc je vais pas me réétendre sur tout ce que j'ai pu vous dire, je pense que vous avez compris, lisez-le, je ne peux que vous inviter à le découvrir. On va parler de choses qui fâchent et qui n'ont pas provoqué la chialade ou alors pas du tout dans le bon sens des choses et c'est ceci, Péninsule de Michael G. Connais que j'ai abandonné. Alors j'ai laissé le marque-page, je crois, oui. Donc j'ai lu 80 pages sur 300, presque un tiers. Donc je sais pas si vous vous rappelez, je vous en ai parlé, ça faisait partie de mes reliques. Ici, on est dans un univers futuriste où il y a des gens qui ont été condamnés à la prison pour des peines... Alors c'est que les gens qui ont fait des choses pas très graves, vous voyez, pas des crimes quoi, et qui peuvent échanger leur peine de prison classique contre une peine un peu différente et ça fait d'eux des pièces de rechange. Ça veut dire qu'ils sont en fait des sortes d'esclaves, ils sont pas payés, ils travaillent, ils sont maltraités, c'est ce que leur maître veut bien leur donner. Si leur maître est sympa, bah tant mieux, sinon tant pis pour eux. Et si le maître ou la maîtresse a un accident et a besoin d'une grève de quoi que ce soit, eh bien eux servent de pièces de rechange. Donc pour moi c'était ça l'histoire de base. D'ailleurs le
résumé ne parle que de ça. Après, on parle de Joe Sagar qui emploie des serviteurs de ce type dans sa ferme d'animaux extraterrestres, sans se poser de questions. Mais quand Carioca Jones, célèbre star de télévision, lui rend visite, le fragile équilibre commence à se fissurer dans cette société vivant sur une péninsule post-cataclysmique. Pourquoi j'ai abandonné ? Parce que on ne parle pas quasiment du sujet qui est développé derrière. Ça veut dire que, je vais vous lire une phrase, page 12, donc tout au début. 4e page du chapitre 1. Son apparente jeunesse était démentie par ses seins épanouis qui enflaient son chandail bleu. Ça m'a saoulé dès le début. Ça veut dire que estimer l'âge d'une femme à la taille de sa poitrine, c'est du délire. C'est exactement, typiquement, tout ce qu'on déteste dans le patriarcat. Tous ces hommes qui sifflent des gamines dans la rue parce que elles ont des formes qui commencent à se développer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fait, ça a annoncé tout ce que j'ai lu, les 80 pages suivantes. Ça veut dire ce personnage qui est obnubilé par cette fille, qui ne va penser qu'à elle, va faire plein de trucs. Enfin, tout a rapport avec son attirance pour cette nana et pour l'autre femme, donc la fameuse Carioca, là, qui emploie cette jeune femme et qui, elle, est plus âgée, qui était actrice, qui a été très célèbre, qui était très belle, mais qui a vieilli, et du coup les hommes ne la désirent plus, et donc elle est dans la concurrence avec cette jeune femme, et elle est dans la volonté de susciter le désir. Rien ne l'intéresse d'autre que d'être subversive et de susciter le désir chez les hommes, et on ne parle que de ça pendant 80 pages. Il y a un seul moment où on va parler vraiment des fameuses pièces de rechange. Alors on en parle en fond parce que ces gens travaillent là, mais on s'y intéresse pas plus. Il y a un moment où il va se passer quelque chose et c'est tout. Je dis pas que dans la suite c'est pas développé, mais moi il y a un moment quand ça fait presque un tiers du bouquin que on parle de Carioca qui essaye de séduire le Joe Sagar qui a l'air d'être un vieux con. Je suis désolée, mais moi ça me saoule. Donc j'ai abandonné. Voilà, ça m'a agacée. J'avais pas envie, j'avais pas le temps, j'avais pas envie. Donc j'ai juste laissé tomber. Voilà, tant pis. Je suis un peu déçue parce que je pensais que ça allait être très chouette et peut-être que la suite l'est, mais les idées véhiculées sur les femmes me déplaisent. Cette espèce de concurrence et tout, c'est bon quoi, on le voit assez dans la vie, c'est pas la peine d'écrire un bouquin pour parler de ça, vraiment je vois pas l'intérêt quoi. Du coup, pour repartir sur quelque chose que je pensais beaucoup plus aimer, à juste titre, j'ai repris Les Nouveaux Déviants, donc l'anthologie dirigée par Christophe Siebert et Morgane Cossarieux. J'ai lu quelques nouvelles, alors je vais pas vous parler de toutes parce que je les ai pas toutes trouvées excellentes. Déjà ce que je peux vous dire, c'est que moi je trouve que oui, c'est de l'horreur, c'est très très juste, mais je trouve pas que ce soit si terrible que ça. Alors, je dis pas, je suis sûre que plein de gens pourraient pas lire ça parce que c'est quand même trash, c'est quand même gore. Il y a différents types d'horreur, il y a vraiment plein de types d'horreur très 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 différents. Mais pour le moment, ça va. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé que Visqueuse était plus dur que les nouvelles que j'ai pu lire jusque-là. Mais c'était sans compter sur la dernière que je viens de lire qui s'appelle... Non, l'avant-dernière, pardon. La dernière, j'ai pas été spécialement, voilà. L'avant-dernière qui s'appelle Une famille par Sarah Bushman, une famille qui était vraiment très horrifique, qui était affreuse et que j'ai adorée parce qu'elle était hyper engagée, hyper intéressante, puisque en gros on suit des enfants dans un orphelinat qui avant leurs 10 ans doivent être adoptés, en tout cas tous, aucun enfant ne reste là après 10 ans. On est sur une de ces journées d'adoption où les gens viennent et choisissent un enfant. Je sais pas si vous entendez les enfants justement en fond qui font du bruit, mais bref. Donc nous on suit Fahim qui espère très fort être adopté, qui a une petite dizaine d'années. Je vais pas vous en dire plus, mais ça fonctionnait très bien, c'était très engagé, très intéressant dans ce que ça dit de la société aussi, je trouve. Et pour le coup, c'était une vraie nouvelle horrifique. Parce que ça avait un côté horreur réaliste qui pourrait arriver, ou qui arrive dans une certaine mesure. Donc ça, c'était très chouette. Celle d'après, c'était Christophe Siebert, c'était intéressant, mais bon, voilà. Et là, j'en suis à Vincent Tassi. J'ai presque lu la moitié du bouquin, donc je vous en reparlerai au fur et à mesure. Je vous dirai que les nouvelles que j'ai vraiment adorées pour noter le nom des autoristes que je trouve, que j'ai trouvé intrigants. Donc là, j'ai Vincent Tassi et après, j'ai Justine Niogré. Donc j'ai bien trop hâte parce que Justine Niogré, j'ai adoré Chien du Haume. Ensuite, on a Nicolas Martin. Après, il y a vraiment des auteurs que je connais et que j'aime. Tassi aussi, je l'ai lu une fois et j'ai beaucoup aimé. Et ensuite Alexandra Desi, que je ne connais pas. Morgane Cossarieux va arriver après. Donc voilà, je vais continuer ça. Je vais essayer de le terminer assez rapidement et vous en reparler en sachant que vous l'avez compris, la semaine prochaine, c'est semaine à 1000. Qui dit semaine à 1000 dit essayer de rattraper les craquages que j'ai pu faire parce que j'ai un peu abusé, vous verrez ça dans le book haul. J'ai acheté des livres qui n'étaient pas du tout prévus et pas du tout autorisés par mon no-buy et j'ai reçu des services de presse. Donc je vais essayer d'écouler des petits livres la semaine prochaine. Je vais me faire une petite
pâle. J'en ai parlé hier pendant le live coffee. J'ai montré les derniers livres que j'ai reçus là et que j'ai achetés et j'ai montré un petit peu ce que j'allais sortir. Je peux d'ores et déjà vous dire que lundi avec Pénélope, on sort Les Amants du Ragnarok de Jean-Laurent Del Socorro et pour le reste on verra. Je vais me faire une palle de livres à sortir en fait comme j'avais fait je pense le mois dernier, je ne sais plus. Voilà, donc vous verrez tout ça dans le prochain vlog. J'hésite presque à faire une vidéo avec genre 12 petits livres, quelque chose comme ça. Ou alors peut-être une vidéo où je montre des petits livres que moi je veux sortir et des petits livres que je recommande qui se lisent vite bien et qui sont intéressants. Je sais pas trop, je vais réfléchir à ça pour la vidéo de mardi, peut-être que je ferai ça. Et puis bon, de toute façon vous verrez ça dans les jours à venir. Tout simplement. Sur ce, je vais vous laisser parce que je pense qu'on est déjà bon pour cette semaine. Je vais aller terminer le montage et mettre la vidéo en ligne pour qu'elle soit en ligne à 16h30 en espérant que ça fonctionne. Il est déjà 16h donc il faut que je me bouge. J'ai que ce rush là à monter, ça devrait, je pense, le faire si je traîne pas plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai montrés, dites-le moi si vous les avez aimés ou pas et pourquoi. Je suis toujours curieuse d'avoir vos retours. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de week-end. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à mardi dans une prochaine vidéo. Bye bye!